Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de faire petite introduction pour débutants au cloud. Donc, j'ai tendance à dire que je suis un météorologiste de la data, donc non, ça veut dire que je ne vais pas faire des prédictions sur le nuage, mais un peu quand même. Je ne vais pas vous faire du PowerPoint parce que c'est triste comme la lune. Je m'appelle Julien, j'ai 45 ans, j'habite à Montélimar, j'ai 2 enfants. Ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de problématiques de data, analytics, assurance qualité et autres joyeuseries. Et donc moi, plus récemment, j'ai rejoint une agence qui s'appelle Mighty Hive, qui est partie d'un groupe de 3000 personnes, qui est, on va dire, en gros, une très grosse agence de créa, donc contenu, médias et analytics. Donc on est vraiment donc sur cette partie-là où en fait, une partie de mon job, c'est de faire en sorte que mes clients puissent utiliser des données de manière constructive. Sur les insights, c'est bien, mais en fait, très souvent, on n'a pas le temps de le faire. Donc, on fait beaucoup de machine learning, beaucoup de cloud, justement, ne serait-ce que pour partager les informations, en stocker des gros volumes. Donc, on parle de cloud, on parle de l'ordinateur de quelqu'un d'autre, très bien. Et je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir en faire aujourd'hui. Avant de commencer, j'aurais un petit merci à AT Internet qui nous prête la salle. Donc, je ne sais pas si Samia est là, vous voulez faire un coucou avant, mais merci à AT Internet. Est-ce que, voilà, si vous avez donc des questions, n'hésitez pas donc à en poser dans le chat au fur et à mesure. Il y a une truc question-réponse, donc à la fin, on va essayer de le faire participer au maximum. N'essayez pas, hein. Enfin, n'hésitez pas donc à poser les questions. Et je vais essayer de présenter mon écran et voir si ça casse pas. Voilà. Normalement, je devrais me voir. Je suis très beau. La mise en abîme est fulgurante. On va changer comment dire, d'écran. Donc, le cloud, c'est quoi, comme on dit? Donc, voilà, c'est juste une série des séries de services, comme du stockage de données, traitement de données, qui sont mis à disposition par un fournisseur de services comme Amazon, comme Google. Et l'avantage, c'est que ce genre de service peut grandir, ou en tout cas évoluer à la demande. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de système, c'est que je ne me pose pas de questions pour savoir quelle machine j'ai besoin pour faire tourner tel programme. J'ai directement une plateforme qui va me faire ça. Il y a d'autres systèmes de cloud qui existent, mais pour les besoins de l'exercice aujourd'hui, on va parler que de Google. Mais encore une fois, vous pouvez prendre de l'OVH, vous pouvez prendre de l'Amazon, vous pouvez prendre plein de trucs. L'avantage de Google et Amazon, c'est qu'ils viennent avec des packages tout faits pour accéder à des fonctions qui vous font plaisir, comme tout ce qui est machine learning, tout ce qui est base de données, etc. Et stockage. Est-ce qu'il y en a déjà dans l'assistance, et je regarde un petit peu qui ont utilisé, vous pouvez lever la main par exemple, qui ont déjà utilisé une plateforme de cloud? Tous à la fois, ok Antoine, mais je n'entendrai pas moins de toi. Non, non, même pas Nicolas Guillard, non? Allez. Bon, donc ceux qui ont levé la main, bon, vous savez comment ça fonctionne un cloud, hein. Comment ça fonctionne? C'est avant tout, vous avez un accès, un login à une console web, mais vous avez, si vous avez de la chance, vous pouvez par exemple vous installer, vous avez par exemple à mettre un shell, donc vous avez par exemple directement des instructions. Vous allez depuis votre PC ou Mac ou Linux, vous allez pouvoir directement rentrer sur une console qui permet d'interagir directement sur le serveur d'en face, hein. Donc là, je suis directement chez Google et je peux uploader des fichiers, je peux faire tourner des requêtes. Voilà. Donc c'est assez pratique, hein. Cool. Retourne de l'autre côté. Évidemment, il y a Google Home à la maison qui se fait manifester dès que je dis Google. OK. Quand vous créez Google, tais-toi. Quand vous créez donc un projet avec Google Cloud, vous allez pouvoir donc accéder à plusieurs services. Là, ce que je fais, ce que je vous montre, là, si vous avez un écran, vous allez pouvoir créer un nouveau projet dans lequel vous allez pouvoir dire je veux accéder à une API particulière. Si par exemple, vous pouvez créer un projet avec une API Google Analytics, vous allez dans vos API et vos services, vous allez chercher toutes les librairies qui existent, et puis vous allez chercher par exemple Analytics. Et vous voyez, voilà, vous avez plusieurs API sur lesquelles vous pouvez taper. Hein, bon, c'est celle de Google Tag Manager. Donc là, et en fait, il y en a plusieurs, hein. Analytics API et Data API, ce n'est pas les mêmes, hein. Voilà. Celle-là, c'est plutôt, elle fait à la fois management et reporting. Mais imaginons que j'ai du BigQuery, par exemple. Je rentre dedans, hop, je l'active.
Donc, pour ceux qui ne suivent pas, BigQuery, c'est la plateforme de traitement de données de Google. Là, en l'occurrence, c'est déjà activé. Hein. Vous me ferez grâce de l'anglais, mais je pense que vous verrez que la version française est largement équivalente. Donc, j'ai activé mon API BigQuery, donc je peux m'en servir pour faire des choses. D'accord. BigQuery, ça peut être aussi simple que de créer, vous pouvez créer donc un nouveau projet. Et dans mon projet, par exemple, j'ai plein de jeux de données. Donc là, par exemple, j'ai 2 propriétés analytics qui sont en train de récupérer des comptes, enfin des propriétés GA4. D'accord. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, quand vous allez dans un compte analytics, vous allez pouvoir prendre n'importe quel compte sur lequel vous travaillez, donc tant que c'est du GA4. Et donc là, donc oui, je n'ai pas un trafic monstrueux, mais bon, hein, c'est un blog perso. Vous avez donc dans les options de la propriété, vous avez quelque chose qui s'appelle donc liaison BigQuery. Et là, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire rapidement, puisque vous allez pouvoir sélectionner un projet cloud sur lequel vous avez déjà, donc, a priori, ajouté une numéro de carte de crédit pour le paiement. On verra ça tout à l'heure. Et là, vous allez pouvoir donc lier votre projet, votre propriété GA4 à votre BigQuery. Donc là, par exemple, je peux associer uniquement un flot de données qui est pour mon site web, mais si j'avais une application web, je pourrais aussi l'avoir là-dedans. J'aurais pu aussi, si j'avais du full mobile, j'avais donc carrément tout ce qui est identifiant publicitaire. Donc ça, c'est assez pratique. Si, à moins d'avoir vraiment des grosses quantités de données, vous voyez que le streaming ne fait pas l'affaire, voilà, cliquez sur streaming, sinon voilà, des exports quotidiens vont être créés. Comment ça se présente? Vous allez avoir donc dans votre BigQuery, vous allez avoir donc dans, par exemple, là, ça c'est mon blog, ça je crois, voilà. Donc je crée en fait des tables journalières. J'en ai 44. Et après, je peux les requêter. Voilà. Donc là, j'ai mon modèle de données qui est à plat. Je pense que vous avez eu largement votre dose de conférences sur GA4 aujourd'hui. Je crois qu'il y a même Sébastien Monnier qui en fait une dans une heure. Mais bon, en gros, vous avez un modèle de données de GA4 qui est là. Donc, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Vous avez donc tous vos événements, le nom qu'il a, les paramètres qu'il a, etc. Et donc, toutes les combos de paramètres valeurs. Si je regarde la date que fait le jeu de données en vrai, je vais avoir des dates, des timestamps, donc en secondes, millisecondes, le nom de mon événement, est-ce que j'ai des campagnes, etc., donc le titre de page, mon référeur, etc. Donc, tous mes paramètres que j'ai à me passe sont là en direct live. D'accord. C'est streamé directement dans BigQuery. OK. Donc ça, c'est assez puissant parce qu'après, moi, je peux très bien faire une requête à la noix, genre select étoile et puis avec toutes mes tables du mois de novembre. Voilà. Et ou en avoir uniquement que mon event name, par exemple. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, bim, ma requête tourne et il me crache tous mes noms d'événements. Et j'aurais pu, par exemple, mettre un compteur. Mais là, après, à ce niveau-là, c'est du SQL normal. Donc, si vous savez faire du SQL, tant mieux. Si vous ne savez pas faire de SQL, eh bien, il va falloir apprendre. Donc, ça, c'est pour je vais lâcher mes données GA4 dans la nature et les stocker directement dans BigQuery, où elles sont directement accessibles. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps, où en fait, j'ai pris mes données de GA3, parce qu'il faut l'appeler comme ça maintenant, donc le GA classique, je lui ai appliqué donc, dans Tag Manager. J'ai le code sous la main, mais on va regarder. Dans Tag Manager, j'ai utilisé ce qu'on appelle une custom task. Où est-ce que je l'ai mis? Pardon, par là. Hop. Et il me semble bien que donc ce que vous pouvez faire, c'est dans une variable de config GA. Où est-ce que je l'ai mise? Laissez-moi une seconde. Hop. Non, c'est pas le bon. Pardon. Hop, on va y arriver. Voilà. Donc, dans une variable de config GA, ce qui est pratique à faire, c'est d'avoir une custom task et dedans avoir une fonction qui fait un rollup. Donc, le rollup, c'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre le même id GA et je vais l'envoyer sur plusieurs propriétés à la fois. Ça, c'est très pratique. Hein. C'est un truc que vous pouvez faire actuellement avec du GTag si vous avez sous la main. Mais bon, sauf que là, GTM le fait très bien. J'aurais pu créer un autre tag exprès pour une autre propriété, mais là, le fait d'avoir une fonction d'envoi multiple est assez pratique. Et donc, dans le rollup, et j'espère que je l'ai encore, pardon. Hop, quand j'espère
J'espère que j'ai là-dedans mon roll-up pour vous la montrer. Voilà. Donc, mon custom task, en fait, en gros, il fait quoi? J'espère que vous arrivez bien à lire, mais vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent, il y aura des copies d'écran ou genre ce que vous voulez. En gros, ce truc-là me permet de prendre tous mes hits, donc tout ce que j'envoie dans le payload, donc dans tout ce que j'envoie à ma donnée GA, peut être envoyé à une autre propriété. Et derrière, en dessous, là, j'avais un petit bout de code qui fait envoie-moi l'équivalent du payload via une fonction cloud de Google vers BigQuery. Ah, mais ça, on n'en a pas parlé de la fonction cloud. Dans la fonction cloud, c'est quoi? C'est juste un bout de code, en général en Node.js ou Python ou ce que vous voulez, qui effectue des instructions sur le serveur de chez Google et qui permet donc de faire ce que vous voulez avec après. C'est assez pratique. Je vais faire un petit tour rapidement dans le chat, voir s'il y a des questions. Q&A, il n'y a personne. Chat non plus. Ah, effectivement, si vous n'avez pas vu le BigQuery, c'est un peu pratique. Est-ce que c'est pas... Bon, on va voir. Ok. Donc là, j'espère que vous voyez l'écran de GTM, j'espère. En tout cas, ce qui se passe, c'est que quand vous allez dans votre cloud, vous avez un truc qui s'appelle les fonctions cloud. Et là, ce que j'ai, c'est un truc qui s'appelle une émulation de GA, qui va en gros faire quoi? Qui va me prendre du code Python, qui prend tout l'équivalent du payload GA, le découper en colonnes, et me le stocker dans une base BigQuery temporaire. Voilà. Donc là, mon code, c'est quoi? C'est un bout de code où j'ai deux librairies Python, où j'ai la librairie BigQuery, la librairie storage pour stocker des fichiers. Et je vous la fais courte, hein, mais en gros, ça prend tout ce que j'ai là-dedans, ça envoie une requête HTTP et ça me stocke dans BigQuery tout ce qu'il y a dans le hit, en fait. Voilà. Donc ça veut dire que derrière, ce truc-là, je peux le faire tourner par GTM à chaque fois que j'ai envie. Et après, ça m'envoie donc dans BigQuery une donnée de test, donc là-dessus. Voilà, j'ai l'émulation. Donc j'ai une table avec des hits bruts, on va dire, qui correspondent à tout ce qui est envoyé par un hit GA. Et après, une fois que j'ai ça, eh bien, je peux faire tourner une requête régulière. Et celle-là, donc, je vais la faire tourner. J'en ai une là-dedans qui tourne tous les soirs. Et celle-là, donc, en gros, ça va juste me reformater ce que j'ai dans mes lignes brutes vers des... voilà. C'est une grosse requête SQL qui va faire de l'extraction et qui va tout mettre dans des colonnes bien propres. Voilà. Et en faisant ça, donc je vous fais grâce de tout le code, hein. Si vous êtes intéressé, je peux vous donner une copie du truc. Mais en faisant ça, pardon, hop, BigQuery. En faisant ça, j'ai quelque chose qui revient presque à avoir du GA 360. Parce que derrière, j'ai tous mes champs qui vont bien, toutes les dimensions, tout le bazar. Et donc, j'ai de la donnée granulaire, hit par hit. Et c'est du bonheur en branche. Voilà. Donc après, vous pouvez très bien prendre ce genre d'information. Vous la collez dans... bon, là, en l'occurrence, c'est bien vide, hein, mais il y a plein de choses qui sont utilisées, je vous rassure. Voilà. Et vous pouvez très bien, donc après, vous prendre tout ça et vous le coller, par exemple, dans du Google Data Studio. Et vous allez pouvoir dire, par exemple, tiens, hop, je vais pouvoir maintenant peupler l'équivalent de mes rapports GA, mais avec la donnée BigQuery. Voilà. Et là, je sais pertinemment que j'ai arrêté le tracking d'événements dans ce système-là. Donc, du coup, ben voilà, j'ai moins de data. OK. Donc, ce mode-là est très pratique parce que je vais pouvoir vraiment utiliser BigQuery pour faire à peu près ce que je faisais avec GA, mais avec des données que je peux manipuler par la suite. J'ai plus du GA gratuit où j'ai des agrégats où je peux rien faire avec. J'ai directement mes données brutes et je peux vraiment faire des trucs sympas avec, hein. Bon, après, si vous avez un budget et votre entreprise a GA 360, forcément, vous l'avez. Maintenant, avec GA4, vous avez directement, tant que vous avez une carte de crédit pour payer pour le stockage et le traitement, vous avez directement accès à du BigQuery en streaming. Et ça, c'est du bonheur en branche aussi. C'est-à-dire que je peux très bien faire le même genre de reporting, sauf que derrière, je vous ai créé un truc exprès pour. Vous pouvez très bien, donc sur voilà, Major Camplion, on va pouvoir créer des data sources qui, elles, vont être connectées à votre... attends, on va remettre une belle source de données, peut-être. Voilà. On va ajouter des données.
OK, qu'est-ce que tu veux comme source? On prend du BigQuery. Et là, on va prendre par exemple soit dans mon compte, enfin dans mon projet cloud, puis dans ma source GA4, puis une table qui contient toutes mes données, puis les événements. D'accord? Je vais faire ça. Et là, j'ai automatiquement mes données GA avec les libellés qui vont bien. OK. Bon. OK, j'ajoute au rapport. Et donc là, il va me faire un truc rigolo avec mes conversions. Et puis, voilà. Donc ça, c'est le champ par défaut. Mais imaginons qu'à la place, je mette par exemple mon nom d'événement. Allez, viens à toi. Hop là. Voilà. Et donc là, du coup, je retrouve mes informations. D'accord? Donc là, je vais vraiment avoir mes données depuis BigQuery qui sont streamées depuis GA4. Et donc ça, c'est très, très, très pratique. Je vais faire la même manip, mais légèrement différemment. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter de la donnée, mais depuis une autre source. Donc, faisons un exercice similaire, où je vais par exemple prendre mes sources de données. Je vais rajouter une source que je vais appeler, là directement dans requête custom. Je vais aller dans BigQuery. Je vais lui dire par exemple, je veux du select event name, par exemple. Event date, voilà, hop. Donc après, je peux faire donc après from, donc toute la partie requêtage qui va bien. D'ailleurs, je vous l'ai mis ailleurs, mais bon, en gros, ça fait la même chose, sauf que vous n'aurez que les deux champs que vous aurez requêtés. Donc voilà, faites juste attention à ce genre de choses. Voilà, donc quand vous avez BigQuery, vous pouvez vraiment aller taper dedans tant que vous avez du coup fait votre streaming de données depuis GA4 ou depuis la méthode de Cloud Function dont je vous ai parlé. Est-ce que, on recommence, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors attends, ouais, Sébastien, je suis désolé, il faut t'acheter un ADSL là. Allez, courage. On y retourne. N'hésitez pas encore une fois s'il y avait des remarques ou des trucs qui vous intéressent. Voilà, on retourne dedans. Donc vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec. Je vais vous montrer un petit truc aussi rigolo que j'ai fait récemment pour un client qui me sert à utiliser mes fonctions cloud, justement. J'ai, par exemple, créé un bout de code qui va capturer via GTM sur quel bouton consentement on va cliquer. Voilà. Donc, je vais vous montrer le site du client. Hein, il est au courant. En fait, ça pourrait. Donc, c'est un site e-commerce italien. Donc, en fait, suivant si on clique sur oui ou non pour le consentement, on va avoir donc un appel par GTM qui est envoyé vers une fonction cloud. Donc, cette fonction-là, vous allez voir, en fait, en gros, c'est ça. Hein. Hop. Tiens, hop. On va montrer là-dedans. J'aurais pu le préparer, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Et donc, dedans, vous avez donc des tags qui vont être notamment des tags d'images. D'accord? Donc, imaginons qu'on a cliqué sur oui ou pour non. J'envoie mon consentement vers l'URL complète de ma fonction cloud, donc avec une fonction qui est en Python, qui marche bien, merci beaucoup, avec une session anonymisée, plus le type de consentement qui est oui. D'accord? Donc là, j'ai la donnée qui est complètement anonymisée et qui me permet d'avoir donc une idée de comment est-ce que les gens utilisent mon dialogue de consentement. Ça m'aide typiquement pour ceux qui ont suivi la session plutôt là, sur le test AB de dialogue de consentement. Ça, c'est hyper pratique. Si en plus, vous n'avez pas, par exemple, un système comme OneTrust ou autre chose qui a un reporting fin sur les types de clics, ben voilà, vous êtes du coup un peu perdu. Donc, ce genre de choses vous permet d'avoir une vision là-dessus. Donc, que fait ce code-là? Il va prendre une fonction qui va stocker dans une base BigQuery la session, la date ou le timestamp et le type de consentement. Ça vous donne un truc comme ça. Vous allez voir, hop. Donc, dans mes fonctions cloud, changeons de projet. Hop. Hop. Donc, mon consentement, encore une fois, hein, un bout de Python, mais vous pouvez le faire en R ou le faire en Node, en fait, c'est ce que vous voulez. Et donc, dedans, c'est ni plus ni moins que je prévois d'avoir du BigQuery, je référence ma table et mon jeu de données,
Et après, dedans, je dis, OK, je vais insérer une date qui est automatiquement créée par le code, le type qui est récupéré depuis l'URL de la fonction cloud que j'ai envoyée, et la session, pareil, qui est récupérée depuis l'appel de fonction. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça va me l'envoyer directement dans mon projet qui est là. Donc là pour info, c'est le compte GA360. Hein. Donc, hop, hop. Et donc là, voilà, ça me fait des belles tables avec mon numéro en fait, en gros, qui est mon timestamp avec, avec un hash. Et derrière, donc j'ai mon timestamp, donc en tout cas mon heure de visite, et le type de consentement. Ça veut dire que derrière, je peux prendre mon Data Studio, je peux revenir à ma liste de rapports. Attends, hop. On va revenir à ma... Quand on est là-dedans, il faut sortir 2 fois, c'est pas grave. Revenons dans nos moutons. Et là, je fais directement un consentement tout bête, avec des données qui n'ont que 3 colonnes. Hein. Mais avec 3 colonnes, on sort de la volumétrie, on sort une typologie oui, non. D'accord. Donc, c'est assez pratique en fin de compte. Hein. Et puis des pourcentages. Et pour ceux qui ont suivi, le pourcentage oui et non, c'est en fait du Data Studio en blend. Hein. D'accord. Pourcentage de oui, pourcentage de non sur le total. Hein. Donc, ça, c'est très pratique à faire. Et ça vous permet donc de voir comment est-ce que, par exemple, là, j'ai eu un gros pic de trafic sur une campagne sur ce site-là. Et ben tiens, mine de rien, en proportion du volume, j'ai bien eu beaucoup de oui. C'est une bonne chose. Mais j'aurais pu tester, faire de la test, etc. Hein. OK. Donc ça, c'est une utilisation, on va dire, assez classique des fonctions cloud. Vous pouvez donc très bien aussi faire des choses un peu plus... Alors, qu'est-ce que j'avais prévu pour vous Qu'est-ce que j'avais que je peux vous montrer là de rigolo J'avais fait la même chose avec donc j'avais fait de l'émulation BigQuery. J'avais fait donc pareil l'équivalent alors il n'y a plus là-dedans. Mais j'avais par exemple une table où j'avais donc l'équivalent d'un Piwik ou enfin d'un Matomo, mais là-dedans. Voilà. Donc on peut faire ce genre de choses aussi. Hein. Vous pouvez utiliser le stockage de BigQuery et le stockage et les fonctions de requêtage pour des pouillèmes de centièmes d'euros tous les mois. D'accord. En fait, en gros, vous avez des quotas de données qui sont gratuits. Donc plusieurs gigas de stockage de données, ce qui peut faire pas grand-chose en fait, mais qui est pas mal en fin de compte. Et après, vous avez donc des terras de traitement de données. Donc vous avez un format qui est assez bon marché pour stocker de l'information et jouer avec. Je vais vous montrer un truc un petit peu plus avancé là, à moins que vous ayez des questions. On va peut-être finir avec ça. Data Internet, data prep pour ou contre oui, après, donc, moi, on n'en a pas tant de voir aujourd'hui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser des choses. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Xavier. Hein. C'est utiliser notamment quelque chose qui s'appelle CRMint, qui me permet donc de me plugger dans Google Cloud, qui permet donc de faire des traitements successifs. On va faire un premier traitement qui est un import de données depuis Salesforce, par exemple, ou depuis une table CRM comme un Mailchimp, ce que vous voulez. Récupérer des identifiants on va dire, utilisateurs anonymisés et faire du coup des traitements sur des tables comme GA ou faire tourner un modèle de données et retourner une liste d'utilisateurs qui sont plus enclins à convertir dans les 2 prochaines semaines, par exemple. On peut faire ce genre de choses. Donc, la partie CRMint ou un autre TL donc qui sert donc du coup oui je suis très pour oui donc avoir soit donc des workflows, ce qu'on appelle des pipelines donc où du coup on suit une série de processus de traitement de données, ça c'est très pratique justement pour automatiser ce genre de traitement. Hein. On en parlera rapidement si j'ai le temps. On retourne à mes moutons de l'autre côté. Hop. BigQuery, voilà, on y est. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est où est-ce qu'il est passé si vous avez jamais joué avec de la data science, je vais vous montrer un truc qui s'appelle donc Jupyter Notebooks, que vous avez peut-être déjà un peu vu. Ça vous permet donc de créer des sortes de classeurs ou on va appeler si elle est des tableurs, on va dire, mais directement sur une console qui va se plugger sur vos données en direct et qui utilisera un langage comme R ou Python ou autre chose pour aller les traiter. Donc, dans les modules de Google Cloud, vous avez entre autres la partie, donc, ils appellent ça IA, mais bon, bon. Là, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous montrer un exemple où j'ai créé donc, ce qu'on appelle un notebook où j'ai à la fois du descriptif et du code. Donc là, j'ai du descriptif de ce qui se passe dans mon classeur, mais j'ai aussi donc du code R qui va par exemple là aller se connecter aux données dont on parlait dans GA. Là, ça, c'est mon compte GA
il va récupérer, donc, avec la requête SQL, il va récupérer donc, mon event date, donc la date, mon événement, et une agrégation du nombre de hits sur l'ensemble de mes tables. Et après, donc, il va me créer ce qu'on appelle un data frame, donc un jeu de données que je vais pouvoir manipuler. Donc là, uniquement, j'ai uniquement mon descriptif, mon code est là. Mais ce qui est plus rigolo, c'est qu'une fois que je clique sur faire tourner toutes mes cellules, il va non seulement exécuter chacun des bouts de code. Donc là, Inch'Allah, il va se réveiller. Toujours l'effet démo, hein, c'est le côté un peu Bonaldi. Hop là, pardon. Hop. Ça bien que j'ai un kernel qui marche. Oui, voilà, hop. Merci. Voilà. Donc là, il va se mettre un peu en branle. Donc là, il a requêté 10 mégas de données et il va m'afficher mon tableau de données. D'accord? Donc très pratique. Quand je veux avoir, par exemple, uniquement la partie, enfin, si je veux décorréler la partie présentation de la partie calcul, bah là, je peux avoir très bien m'arranger pour avoir que les 10 premières lignes, etc. Je peux faire des traitements sur les comètes beaucoup plus poussés. Et là, c'est une bête requête SQL avec un post select. Hein, je peux vraiment faire un truc plus rigolo. Un truc plus rigolo que j'ai fait récemment, c'était encore du R, hein, mais pour faire du Python, faire ce que vous voulez. J'ai un autre notebook, bah, j'ai là en fait, tiens, qui lui va aller se connecter à alors tu vois, pareil, là c'est du Markdown, donc je vais pouvoir lui dire, écoute, maintenant tu vas me mettre la présentation au propre avec du Markdown, voilà. Ça me prend toutes les librairies R dont j'ai besoin, donc lire un CSV, faire de la visu, lire le CSV encore une fois. Et donc là, il va me dire, OK, si les packages ne sont pas présents, il les installe. On les charge, on va ouvrir le fichier CSV qui contient des données astronomiques sur des types d'étoiles. Ne cherchez pas, hein, je suis fan d'astronomie. Donc du coup, il va me chercher un sous-ensemble de mes données, donc tout ce qui est des étoiles de classe M, pour ceux que ça intéresse, et il va me faire un joli graphe qui montrera du coup en modèle comment mes étoiles se comportent par rapport à leur taille et à leur chaleur. Donc là, dès que je suis bon, hop, je vais pouvoir faire tourner, donc du coup, voilà, donc là, il va me charger les packages dont j'ai besoin. Très bien, c'est bon, c'est installé. Bim, bam, il me parle un petit peu pour me dire que j'ai des problèmes de format dans mon CSV, mais bon, je peux vivre avec. Et après, il me recrache le graphe qui va bien. Voilà. Ou en fait, chacune des bandes me montre que j'ai bien, toutes mes étoiles se comportent bien en termes de taille et de chaleur. Et pour ceux qui voient très bien ou avec des yeux de lynx, il y a même une ligne de régression qui est au milieu. Voilà, super. Julien, il te reste 2 minutes si tu veux. Ça tombe très bien parce que j'ai virtuellement fini. Très bien. J'avais un peu prévu le truc, hein. Donc là, c'est juste pour des exemples, on va dire un petit peu. Alors, le dernier était un petit peu olé olé, mais vous pouvez faire des choses un petit peu plus terre à terre, comme par exemple, je sais pas moi, réduire un jeu de données ou extraire uniquement des utilisateurs qui ont telle caractéristique qu'on retrouve dans un autre fichier qui n'est pas dans votre GA, par exemple. Donc, toutes ces choses-là permettent donc de faire des traitements croisés, de faire des traitements de données assez fun. Si vous êtes un petit peu intéressé par tout ce qui est data science, vous pouvez vraiment vous plonger dedans, faire tourner du Python, du R, du ce que vous voulez pour faire ce genre de traitement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Combien ça coûte? Ben là, par exemple, vous voyez, j'ai juste fait tourner Google Cloud pour installer les librairies hier. Voilà, ça m'a coûté 3 balles. D'accord? Donc, c'est vraiment pas le. Quand j'ai 3,57, c'est en dollars. Hein, donc ça va pas me ruiner. Et c'est uniquement pour le temps de CPU et de mémoire que j'utilise pour le module R que vous avez vu en dernier. D'accord? Là, actuellement, pour un projet même type de Google 360 ou même de streaming GA4 vers BigQuery, ça vous coûte pour l'instant que dalle. À moins que vous ayez vraiment beaucoup de données. Donc, faites attention quand même, parce que si vous avez une carte bleue perso, ça peut chiffrer vite, mais franchement, tant que vous restez dans le quota BigQuery de Google, vous devriez être largement bon. Dernier petit point, donc c'est pour le point de contact. Hein, j'ai des questions ici rapidement. Pour ceux qui veulent, je vous ai prévu, il dit qu'il n'y avait pas de PowerPoint, il y en aura un pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent les slides ou avoir les bouts de code, voilà, vous pouvez me joindre sur Twitter. Je suis encore là quelques instants donc dans la conf Major Camp. Hein. Donc n'hésitez pas à me chercher, à me trouver, à me poser plein de questions. Je suis là pour ça. Et on va regarder s'il y a d'autres questions dans le chat. Alors, Valentin, oui, alors le stream GA3, donc voilà, je viens de dire, ok, voilà, il faut me faites-moi un coucou
Julien Coquet, je suis facile à trouver sur Internet. Hein. Il y a moi, puis il y a un mec à HSBC, et puis un coiffeur dans le Nord. Donc, n'hésitez pas à me trouver. Et GA3, pour l'instant, donc l'équivalent de faire du dump de données comme 360, ouais, c'est pas mal. Maintenant, à moins que vous ayez prévu de rester sur GA3 longtemps, voilà, pensez à GA4 directement. Tous mes clients sont en train de migrer massivement sur GA4 parce que du coup, déjà, c'est un truc que je ne suis pas censé dire, hein, mais en fait, comme il y a un SLA, donc un niveau de service imposé pour GA360 pour la collecte de données GA, mais pas pour l'export vers BigQuery, là, directement dans GA4, vous bénéficiez dans le streaming BigQuery directement du niveau de service. Donc, c'est pas négligeable. Voilà, voilà. Attends, il y a des questions-réponses dans la boîte questions-réponses que j'ai loupé. Non, c'était juste Sébastien, d'accord, ok. Désolé, Sébastien. Marine, je crois qu'on est bon. Merci beaucoup, Julien. On n'a pas trop dépassé, juste une Non, minute. c'est bon, juste une minute, c'est parfait. Merci beaucoup.